Un incendie dans une installation nucléaire, c'est l'un des scénarios les plus redoutés et un véritable défi pour la sûreté. Pour mieux anticiper ces situations critiques, les scientifiques recréent des feux dans des conditions exceptionnelles. À quoi ressemblent ces expériences spectaculaires? Que nous révèlent-elles sur le comportement du feu? Et surtout, à quoi servent ces nouvelles connaissances? Et puis qui dit feu, dit aussi fumée. Alors comment filtrer l'air efficacement? Comment fonctionnent ces filtres? Et que se passe-t-il quand ils sont exposés à des suites d'incendie? On vous emmène au cœur de ces recherches fascinantes avec 2 scientifiques de l'ASNR et on commence tout de suite avec notre premier invité. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous, on est très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Science en question. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Hugues Prétrel. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Science en question. Alors vous êtes chercheur en sciences de l'incendie à l'ASNR, l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Et pour commencer, on aimerait en savoir un peu plus sur vous, sur vos activités de recherche et sur la manière dont elles s'inscrivent dans les missions de l'ASNR. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus là-dessus ? Oui, donc je travaille à l'ASNR, qui est l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, qui est un organisme qui a pour mission le contrôle des installations nucléaires civiles en France. L'ASNR a également pour mission des actions d'expertise, de recherche, de formation et d'information auprès du public. Et je travaille en particulier dans le domaine de la recherche sur les risques incendies dans les installations nucléaires. Parfait, on va découvrir un peu plus tard dans l'émission comment vous le faites concrètement au quotidien. Alors quand on évoque les risques associés au nucléaire, on pense à la radioactivité, aux fuites, éventuellement au séisme, mais pas forcément au feu. Et pourtant, comme dans toute industrie, c'est un risque qui est bien réel. Alors pour tester les connaissances de notre communauté sur Instagram, on leur a posé une petite question. Qu'est-ce qui s'enflamme le plus facilement dans une centrale nucléaire? On leur a donné 4 propositions possibles: les circuits électriques, l'uranium, le réacteur nucléaire ou bien la machine à café. On peut regarder leurs réponses. Donc on a à 37% la machine à café, suivi peut-être des petits blagueurs et suivi de très près par les circuits électriques. Hugues, quelle est la bonne réponse ? La bonne réponse, c'est la seconde, donc c'est les circuits électriques évidemment, donc je pense qu'on en reparlera. Donc c'est vraiment un des combustibles majeurs dans les installations nucléaires qui brûlent. Et l'uranium, est-ce que c'est une matière inflammable ? Alors, il peut y avoir il y a le risque associé à la rupture du cœur, mais ce n'est pas des incendies. C'est des choses plus orientées sur la fusion du cœur. Donc, on va avoir un écoulement du cœur et qui va se répartir dans l'enceinte. Donc, il y a une source de chaleur, il y a du rayonnement émis, mais ce n'est pas la même chose que l'incendie. Et est-ce que dans l'histoire des installations nucléaires, il y a des événements marquants, des incendies marquants, qui ont un peu fait évoluer la façon dont on appréhendait ce risque-là? Oui, mais en général, les actions de recherche sont généralement initiées suite à des accidents importants. Et donc, dans le domaine de l'incendie, il y a un des accidents majeurs, c'est celui de Browns Ferry aux USA, dans les années 70, qui a poussé les chercheurs, enfin les gens à s'intéresser plus particulièrement à l'incendie, à monter des équipes de recherche, à essayer de mieux comprendre pourquoi il y avait eu cet accident. Et pourquoi celui-ci particulièrement? Il a mis en jeu beaucoup de câbles électriques, et il a été très dévastateur. Et donc, en fait, à cette époque-là, il y avait moins de prévention, il y avait moins de préoccupations sur le risque incendie. Et donc, c'est pour ça qu'à partir de là, on s'est mis à essayer de mieux comprendre quels étaient les mécanismes qui pouvaient entraîner un incendie majeur. Je vous propose maintenant de découvrir plus en détail comment vous étudiez les incendies pour mieux les comprendre. Place aux sciences en action. Alors direction le site de recherche de Cadarache, situé dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est ici que se trouve la plateforme expérimentale Galaxy. Alors c'est une des rares installations au monde où il est possible de réaliser des essais à grande échelle dans des conditions réalistes. En réalité, cette plateforme, elle se compose de plusieurs installations expérimentales. Est-ce que vous pourriez nous décrire déjà, dans un premier temps, à quoi ça ressemble et quelles sont ces différentes installations qu'on peut trouver sur place? Oui, donc il y a plusieurs installations. Il y a 3 grandes installations majeures qui ont des noms particuliers. Elles s'appellent Diva, Pluton
et puisque c'est la plateforme Galaxy, donc c'est souvent associé à des planètes, et il y a une installation qui est dite Saturne, qui a pour objectif d'étudier les feux en milieu ouvert. Donc on a des gros dispositifs, c'est des pièces qui sont de l'ordre de 100 mètres cubes, et il y a plusieurs pièces raccordées avec des couloirs, donc c'est des pièces à grandeur réelle. On en voit une photo là par exemple. Voilà, ça c'est Saturne, ouais. ça c'est la hotte Saturne, dans laquelle on va positionner sous cette hotte différents types de foyers. On va essayer de comprendre comment une armoire électrique, comment un chemin de câble, comment un feu de liquide va se propager, la vitesse à laquelle il va se propager. Et qu'est-ce qui différencie les salles les unes des autres ? Là, vous voyez la tour Saturne, la hotte Saturne, et les autres pièces, c'est des pièces qui sont fermées, ventilées, qui sont plus représentatives de ce qu'il y a dans une installation nucléaire. Ici, sous la hotte Saturne, on va caractériser la puissance maximale du foyer, et quand on va les mettre dans des cellules, dans le dispositif DIVA ou dans le caisson Pluton, on va regarder comment, dans une pièce fermée, le foyer va se comporter un peu différemment, il va avoir moins d'oxygène, et donc on va étudier son comportement dans une situation réelle d'une installation nucléaire. Alors, grâce à cette plateforme expérimentale, vous reproduisez volontairement des départs de feu. Bien sûr, vous ne mettez pas le feu à n'importe quoi, ni à n'importe comment. Tout ça est très encadré et vous définissez notamment des scénarios. Alors, comment vous faites ça, de choisir le scénario que vous allez reproduire dans cette plateforme-là ? Donc, en fait, le scénario, c'est une discussion qui démarre assez tôt, bien avant de faire les expériences. On va essayer d'identifier les scénarios les plus problématiques dans les installations nucléaires. Les scénarios aussi, notamment, où on est le moins sûr de bien les prédire. Donc, on va essayer et donc, ces scénarios-là, on va les identifier. Une fois qu'on est à peu près tous d'accord sur l'intérêt de ces scénarios-là, on va commencer à construire, à regarder la faisabilité de mise en œuvre dans le dispositif expérimental. Et voilà. Et on va préparer l'essai qui va correspondre au scénario identifié. Quand vous dites les scénarios d'incendie les plus problématiques, sur quels critères vous vous appuyez pour déterminer ce qui est problématique ? En général, c'est des scénarios pour lesquels il y a des chances qu'on va avoir des difficultés à le prédire correctement. Voilà. D'accord, c'est le critère principal. Ouais, on n'a pas suffisamment de connaissances pour être en mesure de prédire correctement ce qui va se passer. Donc de par les connaissances, on n'est pas les seuls à faire des expériences, il y a d'autres organismes qui font des expériences, donc il y a ce qu'on appelle la bibliographie, il y a plein de connaissances qui existent dans le monde, et donc sur la base de ces connaissances-là, on va identifier les scénarios pour lesquels il y a peu de connaissances et pour lesquels on a besoin de réaliser l'expérience pour voir comment ça va se dérouler. Est-ce que vous partez aussi de ce que vous observez, l'agencement des pièces, des installations, pour pouvoir imaginer des scénarios ? Est-ce que des observations sur le terrain, je veux dire ? Oui, ça peut nous arriver, issu d'expériences qu'on a déjà réalisées, de se dire là, ça peut poser un problème, et donc on va dans des scénarios suivants, on va essayer d'ajuster un peu le scénario proposé sur la base des connaissances que l'on a eues sur des expériences précédentes. Oui. Et on ne pourrait pas imaginer tout simplement modéliser tout ça par ordinateur ? Ça ne serait pas une solution ? C'est ce qu'on fait. En fait, tous nos essais sont destinés à acquérir des connaissances, à mieux comprendre ce qui se passe. Et il y a des équipes, notamment également à Cadarache, qui construisent des modèles, des logiciels de calcul qui ont pour objectif de prédire les essais. Donc, l'objectif final, c'est normalement de ne plus faire d'essais et d'avoir des logiciels qui arrivent à prédire les scénarios. Mais ce qui se passe, c'est que souvent, un nouveau scénario qui arrive, les modèles ne sont pas tout à fait adaptés. Donc, c'est un travail un peu continu de refaire des expériences ou pas de faire des nouvelles expériences pour aller identifier les scénarios pour lesquels la modélisation soit sait qu'elle n'est pas tout à fait correcte, ou soit il manque des modèles pour essayer d'atteindre la simulation de ces essais. Il faut faire preuve d'un peu de créativité dans votre métier alors, pour imaginer et penser des scénarios nouveaux. Oui. Oui, bien sûr, il faut faire preuve de créativité. Il faut aussi avoir une bonne expérience de tout ce qui existe pour construire des nouveaux essais sur la base des essais existants, pour ne pas refaire des essais qui ont déjà été faits. Alors ensuite, seulement une fois que vous avez établi et choisi un scénario, vous allez réaliser donc l'expérience sur l'une des installations de la plateforme qu'on a vue, pour mieux comprendre comment le feu se propage, ce qu'il peut endommager, et puis un peu ce qu'il devient au fur et à mesure. Comment ça se déroule un essai concrètement ? Est-ce que par exemple on pourrait prendre un exemple concret pour que vous nous expliquiez comment ça se déroule ? Alors,
une fois qu'on a défini le scénario, dans l'équipe expérimentale à Cadarache, on va préparer comment on va le construire, on va acheter les équipements nécessaires pour mettre en place ce scénario, on va définir l'instrumentation qui va être nécessaire, on ne va pas faire un essai juste pour voir le scénario incendie, on va essayer de le mesurer aussi. Donc on va avoir toute une équipe qui va mettre en place cette expérience. Et une fois que l'expérience est mise en place, c'est beaucoup de travail, c'est plusieurs mois de travail, de bien préparation, de qualifier toute l'instrumentation. Après, on passe à l'expérience elle-même, là, qui consiste à à suivre le scénario qu'on s'est donné. Donc en général, on va allumer le combustible à un endroit donné, et puis on va suivre sa propagation jusqu'à, en général, l'extinction du feu. C'est sur des périodes de temps assez courtes, du coup, les essais, j'imagine. Ça va assez vite. L'essai, en général, c'est de la demi-heure à plusieurs heures. C'est sur une journée, en tout cas. Alors là, on voit un exemple en image d'un essai. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce qu'on voit et ce que vous cherchiez à observer ? Voilà, oui. Donc là, on est sous la Haute Saturne et on cherche à caractériser la propagation d'un feu vers un autre objet combustible. Et on regarde également si la contribution des câbles que l'on peut deviner qui sont situés au-dessus des deux armoires électriques va pouvoir conduire le foyer, conduire les flammes vers le combustible adjacent. Les armoires électriques, c'est donc les deux boîtes bleues, on va dire, qu'on voit. Donc il y a une première qui est l'armoire électrique source. On voit que la flamme se propage à l'intérieur, puis après va enflammer les câbles, et après va essayer d'attaquer les armoires cibles. Alors il y a des mécanismes physiques différents, il y a de la propagation par convection, c'est plutôt la flamme qui fait ça, et puis il y a la propagation par rayonnement, qui est aussi un mécanisme qui peut conduire à enflammer la seconde armoire. Et là, on voit sur cette expérience-là qu'effectivement, la seconde armoire s'est enflammée suite à l'agression de la première. Alors tout ça, j'imagine, doit être fait dans des conditions de sécurité et de précaution très maîtrisées. Comment vous garantissez justement ces conditions de sécurité-là ? Ça, c'est un travail parallèle qui se mène avant la définition du programme, c'est-à-dire qu'on doit garantir qu'on maîtrise l'expérience qui va se réaliser. Donc, il peut arriver plein de choses. Dans la salle de commande, quelqu'un peut tomber malade, peut avoir un problème. Donc il faut être en mesure, il faut être en capacité soit d'arrêter le feu, donc on a ce moyen-là, par inertage, enfin il y a des techniques. Et donc et puis aussi, il ne faut pas abîmer notre dispositif expérimental, donc il faut être en mesure d'assurer la sécurité de notre expérience. Vous avez dit on peut arrêter le feu par inertage, c'est ça ? Ouais. C'est quoi ? Donc éteindre le feu par inertage, dans notre dispositif, c'est d'envoyer de l'azote, donc qui est un gaz qui va remplacer l'oxygène et qui va éteindre le feu. Donc c'est un moyen, en général on peut éteindre le feu avec de l'eau, c'est avec des sprinklers, mais dans le cas d'une expérience, c'est pas tout à fait adapté parce qu'après il y a trop de travail de nettoyage, donc l'inertage par l'azote est tout à fait adapté pour pouvoir arrêter notre essai et après le reprendre plus tard, ou en général, s'il y a un problème, l'essai on peut considérer qu'il est perdu et on va en refaire un autre après. Est-ce que vous vous interdisez certains combustibles ou certains scénarios pour éviter les dangers ou les risques ? Oui, on peut s'interdire certains combustibles. On peut dire que nous, on fait des expériences sans radioactivité. Donc ce qu'on s'interdit, c'est les combustibles ne sont pas radioactifs. Parce qu'en fait, la complexité qu'engendrerait d'avoir des combustibles radioactifs rendrait l'essai beaucoup trop coûteux. Donc tous les essais qu'on réalise, ce sont des essais sans radioactivité. Alors je voudrais qu'on regarde, il y a un autre exemple, on a une autre vidéo qui montre un autre départ de feu. Là, par exemple, c'est un autre scénario, ça. C'est ça c'est un scénario également de propagation, mais un peu différent. On a une armoire source au centre et qui est accolée à deux armoires latérales de chaque côté, et on a essayé de regarder dans quelle mesure, à quelle vitesse les deux armoires qui sont de chaque côté vont s'enflammer. Voilà. Alors, il faut bien comprendre qu'avec cette plateforme, vous allez regarder ce qui se passe, mais vraiment dans le détail. Qu'est-ce que vous mesurez exactement dans ce genre de scénario ? Dans l'incendie, en général, donc c'est l'agression, c'est la chaleur et les flux radiatifs, la chaleur rayonnée. Donc on va mesurer des températures
et des flux de chaleur par des sondes qui sont dédiées à ça. On fait aussi beaucoup de vidéos, comme vous pouvez le voir, c'est assez visuel. Oui, oui. Donc on va faire des mesures, on va avoir des vidéos. Ça vous apporte des informations aussi, justement, d'avoir... Oui, souvent, une donnée importante, c'est la taille de la flamme. Donc avec traitement d'image, on va avoir le volume de la flamme, les hauteurs de flamme, la vitesse de propagation des flammes. Ce qu'on mesure aussi également dans un incendie, vous produisez beaucoup de fumée, et vous avez une consommation d'oxygène, ça c'est pour connaître un peu le mécanisme de la combustion. Donc on va mesurer les espèces gazeuses qu'il y a dans les fumées, et on mesure également la concentration des suies. Voilà, il y a tout un tas de paramètres qu'on cherche à évaluer. On a vu des flammes bleues à l'image, à quoi ça correspond ? Ouais, alors là, c'est aussi très intéressant. Quand la flamme est orange, c'est parce qu'il y a des suies qui vont réagir, et c'est les suies qui émettent de la lumière. Quand la flamme est bleue, c'est qu'il y a peu de production de suie, donc c'est un très bon indicateur aussi sur la qualité de la combustion. Donc c'est pour ça que prendre des images et faire des enregistrements vidéo est très, très intéressant et nous apporte beaucoup d'informations. Et les suies, c'est quoi ? Les suies, c'est des particules de carbone issues de la combustion qui sont générées en général quand la combustion est de mauvaise qualité. Et dans un incendie, elle est souvent de mauvaise qualité. Et donc, un incendie génère beaucoup de suie. Bon, alors pour avoir tous ces paramètres, toutes ces mesures, ça veut dire que vous installez au préalable tout un tas de capteurs, j'imagine. Qu'est-ce que vous avez à votre disposition dans votre mallette à outils ? Oui, donc les capteurs, alors il y a des termes techniques, hein, c'est des sondes de température, des thermocouples, des flumètres pour les flux de chaleur. On va utiliser des analyseurs de gaz pour mesurer les concentrations CO, CO2, monoxyde de carbone, oxygène, dioxyde de carbone. On mesure aussi les gaz imbrûlés qui peuvent potentiellement se réenflammer parfois ou faire des explosions, ça peut arriver. Donc on va chercher à mesurer aussi ces composés-là. Et on cherche également à voir leur proportion avec l'oxygène pour voir si dans un cas d'un pré-mélange ou d'un mélange assez bon, il pourrait éventuellement se réenflammer rapidement, ce qui ressemble à des petites déflagrations. Est-ce que vous autorisez à perdre certains capteurs quand vous devez aller mesurer, par exemple, je ne sais pas moi, au cœur du dispositif ce qui se passe ? On ne cherche pas vraiment nécessairement à les perdre, mais par contre, il y a des capteurs qu'on perd assez rapidement. Notamment, c'est des petites caméras qui sont maintenant pas très chères et qu'on met dans des endroits qui nous intéressent beaucoup, mais on sait qu'au bout de 20 minutes, une demi-heure, elles peuvent brûler. Mais le gain d'information est tel que ce n'est pas très dérangeant de perdre ce capteur-là. Il sera remplacé pour l'essai suivant, quoi. Alors, toutes les données collectées ensuite doivent être interprétées, analysées. Ça fait partie de votre travail, cette étape-là ? En fait, quand on réalise une expérience, il est important que les gens qui ont réalisé l'expérience puissent interpréter les résultats, les analyser, vérifier si les résultats sont de qualité, s'il n'y a pas eu des problèmes. Donc, on appelle ça un post-traitement. Et puis, d'analyser la cohérence physique. On a plein de capteurs. Donc, quand une température monte, en général, il y a une conséquence sur un autre capteur. Donc, il faut regarder si toutes ces valeurs sont cohérentes. Et une fois que ce travail d'analyse est fait, alors après, les données sont communiquées à des équipes de modélisateurs, en général, qui vont récupérer ces données et qui vont les confronter à leur simulation numérique. Ça leur permet de mettre à jour leur modèle ? Ça leur permet de s'assurer que leur modèle est de qualité ou alors d'identifier qu'il y a des points de faibles et il y a des fragilités et donc qu'ils doivent essayer de rechercher comment développer des nouveaux modèles ou affiner ou moduler le modèle qu'ils ont pourrait permettre de mieux reproduire le scénario. Est-ce qu'à l'inverse, eux aussi vous aident, notamment dans la définition des scénarios, mais est-ce qu'il y a aussi un retour après un essai comme celui-là de la part des modélisateurs pour vous guider, peut-être refaire un autre essai et ça ? Oui, tout à fait. Souvent, ils nous aident avant l'essai pour évaluer les ordres de grandeur que l'on va obtenir, aussi au niveau sécurité, pour nous dire voilà dans quelle direction vous allez, là vous allez peut-être un peu loin, vous avez une puissance trop forte ou une puissance pas assez forte. Ça vous aide à dimensionner l'essai ? Exactement, en termes de dimensionnement. Et puis après, il nous aide aussi à consolider le fait que notre analyse est pertinente et parfois de se dire, là on maîtrise à peu près la situation, donc on va passer à d'autres scénarios parce que ce scénario-là, on le comprend au niveau des mesures et aussi au niveau de la simulation. On est assez confiant dans ce qu'on peut produire comme prédiction sur ces scénarios d'accident. Alors si on reprend notre exemple des deux armoires reliées par des câbles en l'air, qu'est-ce que vous avez appris de nouveau dans le cas de cet essai-là par exemple ? Alors, ce qu'on va apprendre de nouveau, en général, là, c'est des vitesses de propagation. Ce qui est très dur à prédire. Donc, c'est à quelle vitesse la flamme va monter dans l'armoire,
quels sont les taux de production de fumée, à quelle vitesse elle va accrocher sur les câbles, elle va se propager sur les câbles. C'est associé souvent à des temps, au bout de combien de temps l'armoire en face va... Donc c'est ces informations-là qui sont très très dures à prédire numériquement. Enfin parfois dans certains scénarios on y arrive, dans d'autres scénarios on a des marges d'erreur qui peuvent être importantes. Donc ces essais-là nous apportent ces connaissances-là. C'est beaucoup sur les vitesses de propagation. Aussi on a beaucoup de connaissances, on a pu acquérir beaucoup de connaissances sur l'impact le positionnement des câbles, la quantité de câbles qu'il peut y avoir, la façon dont les câbles sont accrochés. Les câbles sont souvent accrochés sur des chemins de câbles. S'ils sont accrochés de façon serrée ou on dit lâche, ils laissent plein d'air entre eux et donc ils brûlent beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est des informations très, très importantes pour être en mesure de prédire l'incendie. Est-ce que ça peut permettre ensuite de savoir comment positionner plus efficacement les armoires dans une installation, savoir comment gérer les câbles? C'est ça la finalité en fait, c'est de mieux aménager ensuite? C'est pas vraiment la finalité pour l'ASNR parce que nous, notre objectif, c'est plutôt d'être en mesure de prédire un scénario d'accident. Mais effectivement, toutes les données qu'on est souvent amené à publier dans la littérature vont être utilisées par des gens qui ont des installations nucléaires et qui vont utiliser ces connaissances-là pour effectivement minimiser le risque incendie et faire en sorte que la propagation sera la plus lente possible, par exemple, pour faire en sorte que le feu ne se développe pas trop vite. Tout à fait. Alors là, dans le cas qu'on voit à l'image, c'est vous qui mettez le feu à l'installation, mais dans la vraie vie, comment un feu peut partir? Qu'est-ce qui peut être à l'origine du feu finalement? En général, c'est des origines électriques, des dysfonctionnements électriques qui vont occasionner un démarrage de feu. Sur notre activité, on ne s'intéresse pas nécessairement à l'allumage. Oui. On considère qu'il y a une raison qui est apparue, un dysfonctionnement, un acte imprévu, etc. Et donc le feu est parti et on part de ce point-là. Et est-ce que donc, ce travail que vous menez là dans le cadre des installations nucléaires peut aussi servir à d'autres secteurs industriels qui ont aussi des installations avec des câblages, des installations assez conséquentes comme ça? Bien sûr, oui. Il n'y a pas que dans les centrales nucléaires qu'il y a des câbles, dans plein d'autres domaines de l'industrie. Et évidemment, tous ces travaux-là sont enfin pas tous, mais les travaux majeurs sont publiés dans la littérature. Et donc les acteurs industriels autres que dans le domaine nucléaire vont utiliser ces données pour essayer d'améliorer la sécurité de leurs installations, évidemment. Eh bien, c'est parfaitement clair, merci beaucoup. Il est temps de passer à notre prochaine séquence, c'est le vrai ou faux. Alors, le principe est simple, c'est un petit jeu dans lequel on va vous donner 3 affirmations et vous allez devoir deviner donc, si c'est vrai ou faux. Et Hugues, on compte sur vous pour nous apporter les éléments de réponse. On commence tout de suite avec la première affirmation. Les matières plastiques ne brûlent pas. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? A priori, avec ce qu'on a raconté jusque-là, on devrait avoir des petits indices. Hugues, donc je me tourne vers vous, quelle est la bonne réponse? Non, c'est faux, évidemment. Les matières plastiques brûlent puisque, en fait, les câbles électriques servent à transporter le courant, mais une des particularités du plastique, c'est qu'il va être un isolant électrique et donc il est largement utilisé dans la conception des câbles électriques. Et c'est un des problèmes puisque les câbles, c'est une des sources de combustible majeures dans les installations nucléaires et dans les installations industrielles en général. Et on ne pourrait pas imaginer s'en passer et imaginer une autre manière de câbler Ouais, tout à fait. En fait, les câbles ont des retardateurs, ce qu'on appelle des retardateurs de flamme, sont équipés on insère des éléments chimiques dans ces câbles-là pour justement réduire la vitesse de propagation. Et maintenant, il y a des câbles de très très bonne qualité qui brûlent très mal, voire pas du tout. Donc une installation, si on veut faire en sorte que le câble ne brûle pas, on peut arriver à s'équiper de câbles de très bonne qualité. Mais c'est pas... soit ils sont très chers, ou soit le plastique permet de mieux les manipuler et de mieux les installer. Donc des câbles qui brûlent peu, en général, sont très difficiles à manœuvrer et à manipuler. Il y a des compromis à faire. Il y a un compromis à faire entre... Voilà. On va passer à la deuxième affirmation. Un incendie de végétation peut propager la radioactivité. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc c'est vrai.
Alors c'est un peu particulier, mais c'est une situation qui peut nous préoccuper, avec le risque de feux de forêt qui devient de plus en plus important maintenant, qui est une préoccupation importante. En fait, par exemple, sur la zone de Tchernobyl, dans laquelle il y a eu un accident nucléaire important en 1986, il y a un certain niveau de radioactivité. Et si cette végétation-là a été amenée à brûler suite à un feu de forêt, il y aurait une remise en suspension de la radioactivité dans la végétation. Et donc, c'est une préoccupation de s'intéresser aux feux de végétation dans des zones où il y a eu où il y a de la radioactivité, soit issue d'un accident nucléaire. Donc il faut essayer d'évaluer dans quelle mesure cette remise en suspension peut se propager dans l'atmosphère et voire retomber après plus loin dans des endroits d'habitation. Donc c'est un sujet important et un sujet d'intérêt. Ça, c'est des choses que vous testez par exemple ou pas encore Pas encore. Enfin, nous, de mon côté, on fait plutôt des expériences dans des pièces confinées, mais il y a des équipes qui travaillent sur la dispersion, donc issue justement, éventuellement, de la combustion d'un terrain qui est radioactif et qui va remettre en suspension de la radioactivité. Alors, troisième et dernière affirmation, les fumées sont uniquement composées de CO2. Là encore, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, Hugues ? Alors non, c'est faux. Il y a énormément de CO2, c'est majoritairement du CO2 puisque la réaction de combustion produit du CO2. Mais il y a aussi il y a plein d'autres choses et c'est souvent ces autres choses qui vont poser un problème. Alors il y a les suies déjà, qui sont des particules solides qui peuvent transporter des éléments chimiques. Il y a aussi des produits chimiques issus, si vous avez du plomb dans le combustible ou d'autres produits qui vont être remis en suspension. Et donc, c'est toutes ces autres particules, souvent, auxquelles on va s'intéresser pour les quantifier et évaluer la quantité de ces produits dans les fumées qui va pouvoir se propager soit dans l'installation nucléaire, pour les cas des applications nucléaires, ou soit dans l'atmosphère s'il y a un rejet à l'extérieur. Ouais, donc un cocktail pas très bon à respirer. Tout à fait, oui. Merci pour toutes ces explications. Et évidemment, il n'y a pas de feu sans fumée. Alors pour compléter notre discussion, on va étudier la filtration de l'air. Pourquoi faut-il filtrer l'air dans les installations nucléaires ? Comment fonctionnent ces filtres et quels sont les effets d'un incendie sur les filtres ? On en discute tout de suite avec nos deux invités dans l'esprit d'équipe. C'est parti. Bonjour Souleymane Bourous. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Science en Question. Vous êtes ingénieur-chercheur spécialisé dans la filtration des aérosols à la SNR. Et avec vous, on va s'intéresser à un aspect essentiel de la sûreté auquel on ne pense pas assez, la filtration de l'air. Alors pour commencer, on va reprendre les bases. Qu'est-ce que c'est un filtre et comment ça marche ? Alors un filtre à air, c'est quelque chose de très simple. En fait, c'est un dispositif qui va servir à retenir les particules solides de l'air. Donc généralement, c'est un milieu poreux à travers lequel va s'écouler l'air et qui va retenir les particules sur des fibres ou des surfaces solides de manière à ce que l'air derrière soit épuré. Et pourquoi on a besoin de filtrer l'air dans les installations nucléaires ? Qu'est-ce qu'on veut retenir particulièrement ? Alors dans les installations nucléaires, on travaille avec des matières qui sont dangereuses et qui peuvent se disperser et contaminer éventuellement d'autres, à l'extérieur, que ce soit les personnes qui travaillent comme l'environnement. Et donc il est nécessaire de confiner cette matière et d'éviter qu'il y ait des dispersions de particules qui sont quand même qui est le moyen de diffusion le plus pénalisant et le plus difficile à éviter. Donc ça veut dire que c'est vraiment des fils qui sont à l'interface entre l'intérieur et l'extérieur de l'installation. Hein. Voilà, ça peut être aussi des filtres qui sont entre deux locaux ou alors des filtres qui sont à la sortie d'un laboratoire pour purifier l'air, pour éviter que les personnes qui travaillent dans des zones non protégées aient à subir cette contamination. À quoi ils ressemblent ces filtres ? Est-ce qu'ils sont très différents de ceux qu'on peut trouver dans d'autres secteurs ? Alors le principe des filtres est toujours un peu le même. Hein. Finalement, c'est un milieu poreux, donc fibreux, ce qui ressemble un peu à un papier, qui est plissé et qui est le tout mis dans un volume. Alors dans l'industrie nucléaire, forcément, les matériaux sont spécifiques, puisqu'il faut qu'il y ait des contraintes de combustion, il y a des contraintes de durée de vie, il y a des contraintes de stabilité. Mais globalement, ça ressemble à un filtre qu'on peut voir dans une voiture, donc un dispositif plissé avec un cadre autour et puis un joint pour l'insérer. Et en l'occurrence, c'est fait en quelle matière ? Alors, il y a différents types de matériaux hein, selon les exigences spécifiques, mais le papier est généralement en fibre de verre pour sa stabilité chimique et puis sa résistance à différents types d'agressions. Et le cadre peut être en acier, soit inoxydable, soit galvanisé. Ça dépend vraiment des spécificités qu'on a d'interne.
Si on se concentre maintenant sur la situation particulière de l'incendie, qu'est-ce que ça change par rapport à une situation normale? Est-ce que les filtres sont usés plus rapidement et si oui, pourquoi? Alors, dans le cas de l'incendie, il y a un rejet de particules carbonées, comme l'a dit Hugues tout à l'heure. Les suies? Les suies, voilà. Et ces particules, elles ont une propriété très particulière, c'est qu'elles sont très petites en taille et qu'elles ont des formes de chapelets, en fait, de petites particules. Le problème, c'est que ce type de particules, du fait de leur taille et du fait de leur morphologie, ça va faire en sorte que le filtre va se boucher très vite, avec très peu de masse. Quelques grammes de suie suffisent pour boucher un filtre complet, alors que pour des particules normales, on peut aller jusqu'à plusieurs centaines de grammes sans problème. Et donc ça, finalement, ça va créer un vrai problème qu'il faut anticiper. C'est-à-dire que quand le filtre se bouche, il y a moins d'air qui passe, il y a des problématiques de fuite autour du filtre et c'est difficile de gérer le confinement des installations dans cette situation-là. C'est un peu contre-intuitif, on ne penserait pas comme ça spontanément que les particules les plus fines sont celles qui vont boucher le plus rapidement le filtre? Comment ça se fait? Effectivement, ça c'est quelque chose qui est contre-intuitif. Alors en réalité, c'est une question de surface de contact avec l'air. Plus une particule est petite et plus elle va avoir une surface importante en contact avec l'air, et donc plus il va y avoir d'interaction et donc plus il va y avoir de résistance à l'écoulement. Qu'est-ce que ça pose comme problème concrètement? C'est quand ça bouche le filtre, c'est simplement que l'air ne passe plus ou c'est la pression qui est appliquée par le dépôt? Alors en fait, il va y avoir deux grandes catégories de problèmes, on va dire. Si le filtre oppose une résistance à l'écoulement de l'air, ce qui va se passer, c'est que l'air il va chercher à passer par ailleurs. Et donc il ne va plus passer par le filtre et donc il ne va plus être purifié. Donc là, il y a un risque de fuite déjà à ce niveau-là. Et ensuite, dans les cas extrêmes, si vraiment le filtre est complètement bouché, il peut y avoir une rupture du filtre. Et s'il y a une rupture du filtre, et là, les polluants qui sont accumulés d'une longue date, pas forcément ceux qui ont été déposés pendant l'incendie, mais ceux qui ont été accumulés le reste de la durée de vie du filtre, risquent d'être remis en suspension et là, ça peut créer un réel problème. Donc depuis le début de l'émission, on parle des incendies, mais donc on reste quand même dans le domaine nucléaire. Est-ce que les matières radioactives peuvent avoir des effets particuliers sur les filtres? Alors non, en réalité, le fait que les particules soient radioactives, c'est pas réellement un problème pour le filtre. Lui, il va pas voir la différence. En revanche, le problème, c'est que ces particules-là, on veut pas qu'elles se dispersent. Donc s'il y a une rupture, c'est là où on a un problème. Mais concrètement, des particules, leur impact sur leur filtre, ça va être dû à leur taille, principalement à leur taille en fait, et à leur concentration. Un des risques, c'est que justement, on n'a pas envie que ces matières radioactives, par exemple, sortent, de perdre finalement la maîtrise du confinement. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences, d'autres risques au fait d'utiliser un filtre qui serait usé, qui serait défaillant? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les installations nucléaires, souvent, le confinement est assuré par des cascades de pression. C'est-à-dire que la pièce dans laquelle il y a une matière radioactive ou il y a quelque chose de risqué va être en dépression par rapport à l'extérieur. Le risque, c'est que si le filtre se bouche, le ventilateur n'aspire pas suffisamment et n'assure plus cette dépression, ce qui va provoquer des fuites en fait. Et pour éviter ça, votre travail, c'est justement de comprendre ceux qui usent les filtres et d'estimer leur durée de vie en fonction des différents scénarios d'incendie, c'est ça? Voilà, donc en cas d'incendie, en fonction du combustible, en fonction du scénario d'incendie, donc ça c'est le travail de Hugues, il va y avoir une quantité de particules qui vont avoir une propriété donnée, et donc ce qui est important, c'est d'anticiper la durée de vie du filtre lorsqu'il est exposé à ce type de particules. Évidemment, pendant un incendie, on ne va pas changer un filtre, donc c'est nécessaire d'être capable d'anticiper combien de temps on peut s'en servir, quand il faut le fermer et le mettre en sûreté pour garder de la manœuvre après, etc. etc. Hugues, est-ce que vous intégrez ces filtres dans vos essais, par exemple? Oui, justement, c'est un point. Nous, on doit d'une part faire en sorte, quand on fait une expérience, on ne va pas rejeter des suies dans l'atmosphère de Cadarache. Donc on a des filtres également sur nos dispositifs expérimentaux. Et comme dit Soleimani, c'est important de dimensionner le nombre de filtres qu'on doit installer et à chaque... Quand est-ce qu'il faut changer nos filtres? Et donc ça a un coût aussi pour l'expérience. Donc la problématique de la filtration est un des sujets. Quand on construit une campagne expérimentale, il faut se poser la question combien on va avoir besoin de filtres pour pouvoir réaliser notre campagne d'essai. Et dans ces cas-là, vous êtes amenés à travailler ensemble? Ce n'est pas nécessairement au niveau recherche. Quand on va travailler ensemble, c'est plus qu'on va travailler sur un scénario particulier qui va générer des suies particulières. Et là, à ce moment-là, les équipes de Soleiman vont intervenir pour voir si ces particules de suie un peu différentes comment vont-elles se comporter sur un filtre. Et alors, quels sont les différents facteurs qui influencent la durée de vie d'un filtre? Alors, il y a le type de particules auxquelles elles sont exposées, bien évidemment. Il peut y avoir d'autres facteurs comme la présence d'humidité. Un filtre à air n'aime pas trop quand on a du liquide dessus. Et puis, il y a aussi l'âge du filtre, sa conception.
de la surface de filtration qui est mise en jeu dans un filtre en quelque sorte. Donc ça c'est les impacts, ça c'est les choses qui vont avoir vraiment un rôle important en fait, sur la durée de vie des filtres. Et en moyenne, c'est quoi la durée de vie d'un filtre nucléaire? Alors ça c'est très très variable, hein, ça dépend à quoi il va être exposé et ce qu'il aura vu durant sa vie. Dans certains scénarios, les filtres peuvent durer quelques minutes. Dans des scénarios de démantèlement où les particules sont très fines et on a vraiment un environnement qui est défavorable à la filtration. Dans d'autres cas, on peut laisser 40 ans un filtre s'il est exposé à peu de particules et qu'il joue son rôle, il est contrôlé régulièrement. Tant qu'il est efficace, il peut rester sur place. Et alors, dans les grandes lignes, comment vous étudiez les filtres en laboratoire? Quels sont vos objectifs? Alors il y a deux grandes choses, deux grandes catégories. Dans un premier temps, on va exposer un filtre complet à un scénario complet pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe et là où il y a des points d'intérêt. Là où il y a des choses qu'on ne comprend pas tout à fait, des choses qu'on ne maîtrise pas. Ensuite, on va concevoir en laboratoire des expériences à petite échelle, hein, donc depuis la fibre jusqu'au filtre complet. Et on va utiliser des stimulants où on va maîtriser la taille des particules, où on va maîtriser leur morphologie, et on va regarder l'impact de chacun de ces facteurs sur ce qui nous intéresse à la fin, donc c'est-à-dire la résistance aérolique du filtre, sa perte de charge. Et de là, on va utiliser des modèles de la littérature, de la littérature ou qu'on développera nous-mêmes, de manière à reproduire ces phénomènes et être capable de les anticiper. Et pour ce qui est des expériences en laboratoire, comment ça se passe concrètement? Comment vous arrivez à reproduire toutes les particules qui sont émises par un incendie? Est-ce que vous aussi, vous faites brûler des choses en laboratoire? Alors ça peut arriver, mais ce n'est pas vraiment notre métier. Et puis on va dire que les contraintes de sécurité nécessitent des dispositifs qui sont très coûteux et très difficiles à gérer. Donc nous, on va plutôt avoir recours à des expériences en laboratoire, donc avec des générateurs de laboratoire maîtrisés. En gros, des briquets donc on maîtrise la combustion et on maîtrise l'émission de particules et les propriétés de ces particules. Donc on va avoir des petites expériences en laboratoire et on va avoir aussi tendance à récupérer des filtres qui ont été utilisés à Cadarache et donc remettre en suspension ces suies de manière à voir ce qui va se passer sur un filtre complet. Donc vous l'avez dit, vous menez ces expériences à différentes échelles. Est-ce que, comme l'équipe de Hugues à Cadarache, vous avez aussi des environnements en conditions réelles où vous pouvez vraiment tester des filtres de la vraie taille, dans les vraies conditions? On a des installations qui permettent de tester des filtres de toutes les tailles, hein, y compris à l'échelle 1, dans les réelles conditions de débit, de température, etc. On ne va pas avoir vraiment de la combustion à proprement parler, hein, on va redisperser des particules, mais effectivement ces filtres sont testés à l'échelle 1. On a une installation en particulier Starmania qui permet de tester des filtres en conditions réelles, voire même des équipements encore plus volumineux. Et donc, au bout du compte, à partir de ces observations, vous concevez des modèles informatiques pour simuler l'évolution des filtres dans différents scénarios d'incendie. Comment vous utilisez ces résultats? Qu'est-ce qu'ils deviennent ensuite? Alors, ces résultats sont implémentés dans un code de calcul un peu plus global, hein, qui prend en compte toute la ventilation d'une manière générale, et ils vont permettre de voir l'impact de certains scénarios incidentels ou accidentels sur les réseaux de ventilation. Donc en quelque sorte, ça va être utilisé pour prévoir ce qui peut se passer dans des situations défavorables pour la sûreté et d'anticiper les problèmes, voire de mettre en place des dispositifs supplémentaires ou des protocoles supplémentaires pour éviter les problèmes. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples justement de mesures ou de recommandations qu'on peut mettre en place pour améliorer un système de ventilation par exemple? Alors ça peut être de surdimensionner le système, de rajouter des filtres, ou alors au contraire d'éviter de trop surdimensionner le système, puisqu'il y a des effets qui sont souvent contre-intuitifs, hein. On peut penser que filtrer plus lentement c'est mieux pour le filtre, parfois c'est pas forcément le cas. Donc il est vraiment nécessaire d'avoir des modèles physiques et quantifiés pour être capable de voir les bonnes pratiques et éviter les fausses bonnes idées, comme il y en a souvent dans le domaine de la sûreté. En préparant cette émission, vous m'aviez aussi parlé de pré-filtres, qui pouvaient être un exemple de dispositif. Absolument. Qu'est-ce que c'est? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les filtres qui sont utilisés dans le nucléaire sont très efficaces. Donc ils sont très efficaces pour des toutes petites particules en particulier, et ils n'aiment pas être surchargés avec des particules plus grossières. Donc on peut utiliser des systèmes qui ne sont pas nécessairement des médias fibreux, pas nécessairement des filtres poreux, classiquement, mais par exemple des cyclones ou des choses qui vont enlever les grosses particules de l'air, de manière à ce que le filtre derrière, lui, ne reçoive que les petites particules et lui ait une durée de vie qui soit prolongée. Ça peut être d'utiliser un pré-filtre qui va être moins efficace, qui va permettre d'enlever le gros de la concentration de particules pour délester le deuxième filtre. Donc il y a des choses comme ça qu'on peut faire pour prolonger la durée de vie des filtres. Ouais.
Et quand vous dites cyclone, ça marche comment? Alors un cyclone, c'est comme ce qu'on a dans les aspirateurs domestiques, dans beaucoup d'aspirateurs domestiques. En fait, on va faire tourner l'air dans un espèce de dispositif, et les particules, du fait de leur poids, vont être projetées vers l'extérieur et retenues dans une trémie, ce qui va permettre d'éviter d'encrasser le filtre derrière. Donc ils passent jamais à travers un filtre finalement. Tout à fait. Les plus grosses particules vont être collectées avant. Et donc des filtres, il n'y en a pas que dans le nucléaire. En réalité, il y en a absolument partout, même si on ne les voit pas forcément au quotidien. Donc je vais vous poser la même question que Jean a posée à Hugues. Est-ce que vos travaux sont utilisés dans d'autres domaines, d'autres secteurs que le nucléaire? Ah bah oui, tout à fait. Enfin, dans la ventilation en général, toutes les applications qui utilisent des filtres, très souvent, c'est des technologies qui sont similaires. C'est des médias fibreux qui sont plissés. Donc en fait, nos travaux servent dans l'industrie de l'automobile, pour les filtres à air, dans les aspirateurs aussi. Finalement, les filtres qu'on a dans les aspirateurs sont du même type de conception. Alors évidemment, ce n'est pas le même degré de qualité, mais tous les travaux qu'on fait peuvent être utilisés par des industriels dans tous ces domaines-là, dans la qualité de l'air extérieur, dans les recycleurs d'air, dans la gestion de la pollution atmosphérique, c'est ce qu'on voit de plus en plus. Donc c'est les mêmes types de filtres, c'est les mêmes problématiques, et donc nos travaux sont utilisés là-dedans, bien évidemment. Et peut-être aussi le fait que dans le nucléaire, on ait des conditions qui soient quand même extrêmement contrôlées avec beaucoup de contraintes. Est-ce que le fait de... Vous allez peut-être plus loin que les autres secteurs et donc il y a un apport lié au niveau d'exigence? Alors on a un niveau d'exigence qui est très important, puisque dans le nucléaire on ne peut pas se permettre d'avoir une erreur, et puis finalement sur un filtre d'automobile, si le filtre casse, c'est pas un drame. De la même manière que pour un aspirateur, en dehors du fait de mettre de la poussière partout, c'est pas une catastrophe. Donc nous on va aller chercher très loin et on va aller regarder les phénomènes physiques à une échelle vraiment très petite. Et donc ça c'est des travaux qui sont très profitables pour ces industriels-là qui eux derrière n'ont pas la nécessité de mettre des moyens importants et récupèrent des informations qui pour eux vont être très utiles effectivement pour leur application quotidienne. Bien, merci Soleiman. Alors évidemment, en cas d'accident industriel comme un incendie, il y a un risque pour les personnes qui sont à proximité, mais aussi pour la population aux alentours si la situation s'aggrave. Alors on a voulu savoir si les gens connaissaient les bons gestes à adopter dans ce genre de situation. Écoutez leur réponse. J'imagine peut-être fermer les fenêtres pour éviter que l'air arrive, éviter de boire l'eau du robinet. Se mettre à l'abri peut-être, et c'est tout. Faut fuir. Fuir, je sais même pas si fuir. Ou même descendre dans des rez-de-chaussée ou des sous-sols pour éviter la radioactivité. Essayer de mettre par exemple quelque chose autour de notre nez-bouche comme un t-shirt, un bibet d'eau de préférence. Il n'y a pas une alarme, un type d'alarme qui retentit? 2 fois. Là si, l'alarme, celle des mairies qui sonne tous les mercredis du mois, tous les premiers mercredis du mois. Alors, je vais vous dire ce que je sais, parce qu'en tant que conseillère municipale, on avait une formation et on nous a dit qu'en cas de problème, d'abord, on a un réseau téléphonique qui permet que toute la population soit informée d'un risque. Alors, j'ai reçu récemment un SMS de sécurité, mais c'était plus pour comme une espèce d'alerte. Non, pas du tout, une alerte attentat. Donc, je suppose que si accident il y a, qu'on soit informé. Et nous devons avoir des stocks de... je ne sais pas comment on appelle ça, des comprimés d'iode, voilà, à fournir à la population. Hugues, Soleiman, une réaction à ce que vous venez d'entendre? Il y a des réponses, c'est plutôt pertinent. Donc, de part de nos travaux, on est sensibilisé à tous ces risques-là. Donc, première recommandation, c'est le confinement en général. Donc, c'est de rester là où on est. Si on est en extérieur, il faut rallier une position, donc rester confiné et puis être à l'écoute des informations qu'on va nous communiquer. L'alarme, les alertes, c'est des bonnes informations. Et la communication, la dame a mentionné les réseaux de communication. En général, il faut pas se déplacer, il ne faut pas partir pour ne pas embouteiller la possibilité. Voilà. Oui, par exemple, on peut avoir le réflexe de vouloir aller chercher ses enfants à l'école, c'est vraiment le mauvais comportement. Il faut rester où on est, ou dans des bâtiments, rester confiné, être à l'écoute, écouter les recommandations. Voilà, c'est les deux, je pense, c'est les deux orientations importantes. Après, il y a peut-être des points un peu plus particuliers sur des prises d'iode ou des éléments comme ça qu'on peut avoir effectivement. Après, il faut suivre les recommandations qui vont être indiquées. Oui, pour rappel, donc à la toute fin, une dame parlait de la prise de comprimés d'iode pour les personnes qui vivent à proximité, par exemple, d'une installation nucléaire. Mais c'est uniquement en cas de rejet de matière radioactive. Et puis aussi, il ne faut pas les prendre n'importe quand.
il faut attendre notamment le feu vert de la préfecture. Donc voilà, faut pas se jeter sur les comprimés immédiate dès qu'il se passe quelque chose. Je pense que c'est important de le rappeler. Alors maintenant, on va s'intéresser à vos parcours respectifs pour comprendre quel chemin vous avez emprunté pour en arriver là. C'est notre séquence en coulisses. Alors cette séquence, on aime bien la commencer par un petit challenge. Donc on va vous demander chacun de nous présenter vos parcours en 30 secondes top chrono. Hugues, on commence avec vous. Quand vous êtes prêts, on y va. Donc est-ce qu'on peut lancer le chrono ? C'est parti. Top chrono. Donc moi, j'ai fait une école d'ingénieur à l'ENSIP, l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Poitiers. Après, j'ai poursuivi par une formation à la recherche à l'Institut von Karman de mécanique des fluides en Belgique, organisme dans lequel j'ai fait mon doctorat. Et puis après, j'ai poursuivi avec un post-doctorat, souvent dans le domaine de la recherche. On continue un petit peu à avoir des expériences à l'Université de Cambridge, au département d'engineering. Et puis enfin, j'ai atterri à Cadarache, dans le laboratoire d'expérimentation des feux. Parfait, super. Bravo. Soleiman, on enchaîne tout de suite avec vous. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce qu'on peut lancer le chrono ? Eh bien, allons-y. Top chrono. Alors moi j'ai un parcours relativement simple. Après le bac, j'ai fait une école d'ingénieur, donc l'ENSIAM, qui est aujourd'hui l'INSA Hauts-de-France. Au cours de cette école d'ingénieur, j'ai découvert la filtration et le monde des aérosols en Allemagne au cours d'un stage. Et ensuite, suite à ça, j'ai fait ma thèse à l'IRSN, aujourd'hui la SNR. Donc après avoir candidaté sur un sujet propre à la filtration et aux aérosols. Et j'y suis resté finalement. Parfait. Eh bien, bravo à tous les deux pour cette performance. 30 secondes, c'est quand même assez court. On a 2-3 questions supplémentaires à vous poser. Déjà, comment vous en êtes venus tous les deux à étudier spécifiquement les incendies et à vous orienter vers le milieu nucléaire ? Comment s'est fait le cheminement ? Peut-être Hugues ? Ok, je commence. C'est un peu par hasard. J'ai commencé dans le domaine de l'énergie, de la combustion de façon générale. Après, j'ai fait une thèse sur les techniques d'aspersion pour se prémunir ou se protéger des rayonnements issus d'un incendie. Donc là, l'incendie a commencé à apparaître. Après, j'ai poursuivi dans la combustion, les instabilités de combustion. Donc il y avait un peu plus de ce domaine-là. Et puis j'ai postulé à un poste donc, dans le domaine nucléaire. Et c'est comme ça que je suis incendie et nucléaire. C'est un cheminement d'opportunités finalement. C'est plutôt des opportunités qui conduisent souvent à aller dans des directions. Enfin, c'était pas volontairement choisi d'aller dans le domaine nucléaire, mais il s'avère qu'il y a beaucoup de choses à faire, c'est passionnant et voilà. Et vous, Soleiman ? Alors moi j'ai toujours voulu faire de la science, j'ai été, depuis tout petit finalement je savais que c'était ce que je voulais faire. Donc j'ai fait une école d'ingénieur, à l'origine je me voyais plus travailler dans l'industrie, dans l'automobile, dans ces choses-là. J'ai découvert la filtration, le monde des aérosols au cours d'un stage et finalement c'est un domaine particulier qui allie petite échelle, grande échelle, ça m'a beaucoup plu. Et à l'IRSN, qui est aujourd'hui devenu la SNR, il y avait des compétences très fortes là-dedans, c'était un domaine de pointe. Et donc voilà, c'est pour ça qu'une fois que j'étais dedans, j'y suis resté. Et vous pourriez quand même aller vers le domaine de l'automobile plus tard dans le futur, parce que vous le disiez, les filtres, on les retrouve un peu partout. Oui, tout à fait. Après, c'est des problématiques qui ne sont pas propres à un domaine. Ce qui est intéressant, c'est que dans le nucléaire, on a un haut niveau d'exigence. On va assez loin dans les détails. Dans l'industrie, peut-être moins, c'est très opérationnel. Mais finalement, c'est des domaines c'est un domaine qui est commun à énormément de problématiques, même dans l'environnement. Il est question de filtration, de particules et de toutes ces problématiques-là. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus aujourd'hui au quotidien dans votre métier ? C'est la variété des problématiques, la variété des acteurs avec lesquels on va travailler. Un filtre, il voit tellement de choses dans sa vie que le nombre d'études qu'on peut faire, elles sont très larges. Et à chaque fois, on a des problématiques nouvelles, des approches nouvelles, des interlocuteurs, des technologies qui évoluent. Enfin, c'est quelque chose qui est un éternel recommencement et c'est vraiment très stimulant intellectuellement. Et pour vous, oui. Moi, de mon côté, c'est les expériences. Faire des expériences de feu, de combustion, c'est toujours assez surprenant. Souvent, on n'a pas exactement ce qu'on voulait. Donc, c'est ça qui est très... C'est un challenge pour essayer de comprendre justement pourquoi on n'a pas eu exactement ce qu'on attendait. Donc, c'est spectaculaire. Ça peut être grande échelle aussi. Donc, on a la chance d'avoir des grandes installations à Cadarache. Et ça, les expériences
chaque expérience est nouvelle et on ne s'arrête jamais d'avoir envie de les faire. Vous en faites fréquemment ? Régulièrement. Soit on en fait à petite échelle ou à grande échelle. Depuis que j'y suis, je fais des expériences et l'équipe... Vous avez brûlé un tas de trucs. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et de la même façon que Soleiman a envisagé un moment peut-être d'aller travailler dans l'automobile, est-ce que vous avez envisagé différentes voies ? Est-ce que vous auriez pu travailler dans un domaine complètement différent ? Ah oui, on peut toujours... Après, oui, bien sûr, on peut toujours aller travailler dans d'autres domaines. Il s'avère que je suis arrivé sur l'incendie et que le domaine est très très vaste, qui est très complexe. En fait, c'est un phénomène très très compliqué. Alors, on ne cherche pas à le prédire dans une très très grande finesse. C'est juste de la sûreté. On cherche juste à évaluer le risque associé, mais il y a plein de choses à faire. Et puis c'est un sujet qui reste, qui est toujours présent avec les feux de forêt qui apparaissent maintenant. L'élévation de la température, de façon générale, va poser probablement des problèmes d'incendie dans plein de domaines, même industriels. Et donc c'est un sujet, il y a encore plein de choses à faire dessus. Donc, Mais est-ce que dans une autre vie, vous auriez pu choisir une autre voie ? Ou est-ce qu'à un moment de votre parcours, vous avez hésité entre plusieurs sciences, par exemple, ou métiers ? Non, j'ai pas hésité. C'est les propositions qui se sont présentées à moi et j'ai été vers ces propositions-là avec plaisir et intérêt. Alors maintenant, vous avez pas mal d'expérience tous les deux dans votre domaine. Est-ce que au cours de votre carrière, il y a quelque chose, un souvenir marquant que vous aimeriez nous partager et qui vous a marqué ? Donc là, ça va être des souvenirs d'expériences de feu. Donc il y en a plein qui sont très particulières. Mais effectivement, on peut en citer une où il y a des phénomènes, ce qu'on appelle le ghosting flame, la flamme fantôme. C'est une flamme qui ne va pas se positionner au niveau du combustible, mais qui va se déplacer dans une pièce de façon un peu fantomatique. Et c'est assez spectaculaire. C'est très instable, donc c'est assez difficile à réaliser. Et on a eu l'occasion de travailler sur ce sujet-là, donc de réaliser une expérience de flamme fantôme, une flamme qui va se déplacer dans la pièce. C'est très particulier et quand on y arrive, on a eu des doctorants, des travaux de thèse sur ces sujets-là. Et donc c'est très agréable et c'est vraiment c'est très satisfaisant d'avoir réussi à obtenir ces expériences, à réaliser ces expériences. Et pour vous, Soleiman ? Moi, c'est un souvenir d'expérience aussi. C'était pendant ma thèse. On voulait mesurer les écoulements au sein d'un pli de filtre. Donc un pli, ça fait 1 ou 2 mm d'ouverture. Et on a commencé à faire des petites expériences avec un peu du bricolage, avec des collègues. Et finalement, ça a marché et ça a donné lieu ensuite à une autre thèse, à d'autres études. Et c'est un très bon souvenir de voir les premiers résultats, de voir que c'était faisable et qu'on allait pouvoir en tirer quelque chose. C'est quelque chose c'est marquant. Ouais. Et aujourd'hui, si vous aviez du temps illimité et des financements illimités, si vous n'aviez pas de barrière du tout dans votre recherche, qu'est-ce que vous feriez ? Est-ce qu'il y a un projet que vous aimeriez mener ? Ça, c'est compliqué, c'est la pas question forcément une piège. question facile. Le budget, c'est peut-être le temps. Le budget illimité, on a déjà des budgets conséquents et importants à la SNR, donc ça, c'est une des chances que l'on a d'avoir des grands dispositifs. C'est peut-être le temps d'arriver à accéder à des informations compliquées avec des techniques de mesure pointues. Il existe des techniques de mesure très avancées et de mettre en œuvre ces expériences-là, c'est complexe. Donc, pour répondre peut-être plus précisément, c'est de faire des essais grande échelle avec une métrologie très avancée. C'est difficile à faire, c'est des challenges incroyables. Quelques organismes essayent de faire ça aux États-Unis, mais c'est très difficile. Et voilà, si on pouvait faire ça... Aller encore plus loin. Ouais, voilà. Et vous, Soleiman ? Alors moi, c'est la problématique actuelle de la pollution atmosphérique. Finalement, ça me fait beaucoup réfléchir sur les technologies des filtres, sur ce qu'on peut mettre en œuvre pour éviter justement ces problématiques de durée de vie, de colmatage, de pollution. Et donc je pense qu'il y a aujourd'hui un gros potentiel pour développer des nouvelles techniques d'épuration de l'air. Aujourd'hui, c'est le rapport coût-bénéfice pour les filtres qu'on utilise tous les jours est très bon, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire et si j'avais un budget et un temps illimité, je pense que développer des filtres à air qui n'aient pas ces problématiques de colmatage, de durée de vie, c'est quelque chose qui est faisable et qui serait, à mon avis, ce serait ce que je ferais si j'avais des moyens illimités. Et enfin, si vous aviez un conseil à donner aux jeunes qui nous regardent et qui voudraient se lancer dans une carrière scientifique,
qu'est-ce que vous leur conseilleriez, Souleymane, par exemple? Alors, c'est de ne pas se décourager parce que les choses ont parfois l'air compliquées, sont présentées de façon compliquée aussi, mais c'est de ne pas se décourager et de se dire que finalement c'est simple et qu'on est capable de les comprendre et de persévérer en fait. Avoir confiance en soi. Avoir confiance en soi et avoir confiance en ses intuitions aussi. Ouais. S'écouter un petit peu, quoi. Exactement. Ouais. Et vous, Hugues? Ouais, moi je conseillerais d'aller dans ces projets, de ne pas hésiter, faut pas se freiner. Et aussi de bouger, la mobilité. Il faut aller voir d'autres équipes à l'étranger. En France, il y a aussi de très bonnes équipes. Mais il faut vouloir bouger, curieux, voir du monde. On nourrit notre recherche à partir de la recherche des autres. Donc on ne fait pas de recherche tout seul, quoi. Donc bouger, ouais. Parfait, je pense que le message est passé. Merci à tous les deux. On va passer à la séquence suivante, c'est la recommandation culturelle. C'est parti. Alors Hugues, je commence par vous. Quelle est la recommandation que vous avez souhaité nous partager? Alors c'est un livre, en fait c'est The Chemical History of a Candle, qui, pour ceux qui sont intéressés maintenant, il y a des vidéos qui ont été proposées par un Américain, je crois, qui fait ça très très bien. Et donc c'est un livre très ancien de Michael Faraday. Donc Michael Faraday, c'est un chercheur, je crois dans la période 1750, quelque chose comme ça, et qui s'intéressait à la combustion. C'est un chimiste qui s'intéressait à la combustion. Et en fait, quand on s'intéresse à la combustion, une manip très très simple, c'est juste une bougie. Et en essayant de comprendre comment fonctionne une bougie, on a déjà énormément de réponses sur ce qui se produit lors d'un incendie. Donc j'invite peut-être pas à lire le livre, encore qu'il est très intéressant, et il y a des choses proposées dans le livre qui sont très utiles pour nous maintenant, mais qui permettent de découvrir la combustion, les mécanismes autour de l'incendie. Oui, et si on essaye de traduire le titre, c'est quoi? C'est l'histoire chimique d'une bougie? D'une bougie, exactement. Et il y a dans le livre, il y a plusieurs thématiques, et avec des schémas. À l'époque, ils n'avaient pas d'ordinateur, c'était juste de la réflexion et son papier et son crayon, et ils appréhendaient déjà très très bien, avec peut-être moins de formalisme que ce qu'on peut avoir maintenant. Évidemment, ils n'en avaient pas les capacités de calcul, mais c'est très très intéressant, et quand on relit des choses basiques, en fait, on réapprend toujours un peu la même chose, mais voilà, j'encourage les jeunes scientifiques ou les jeunes étudiants à aller regarder. Les vidéos sont plus sympathiques, je pense, maintenant, que d'aller lire le livre. Il y aura peut-être un jour un livre de Hugues Prétrel sur... Non, je n'ai pas cette prétention-là. Michael Faraday est largement au-delà. Et vous, Souleymane, qu'est-ce que vous nous recommandez? Alors moi, c'est un livre qui m'a marqué, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. C'est un livre d'un physicien américain, Brian Greene. C'est Jusqu'à la fin des temps, ça s'appelle. Et c'est une réflexion philosophique, peut-être un peu physique, sur l'existence de notre monde, de pourquoi on est là, comment ça va se terminer. Ça prend beaucoup de recul, mais ça permet aussi de voir ce que c'est la physique, finalement, de s'intéresser à comment est le monde et pourquoi il est comme ça. Voilà. Eh bien, merci à tous les deux pour ces recommandations. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On arrive à la fin. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux sujets tout aussi passionnants. Ciao les sorciers.